Bonjour à tous, merci de vous êtes connectés à cette session du Media Day. Je m'appelle Amin Taibaoui, je suis storage spécialiste en France chez AWS. Je suis aujourd'hui accompagné de Jean Gaillard et Sébastien Crème, qui sont de la société Nomalab. Alors aujourd'hui, on va parler élasticité, on va parler agilité, on va parler effectivement stockage aussi. En tout cas, merci d'être là. Jean, Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre parcours, votre société et également le cas d'usage d'aujourd'hui? Bonjour, donc moi je suis Jean Gaillard, je suis le CEO et avec Seb le cofondateur de Nomalab, où j'ai un parcours métier et plutôt production, distribution, et Seb est donc le CTO. Donc moi je suis Sébastien Crème et oui, le CTO de Nomalab et fondateur avec Jean. Et le parcours c'est des effets spéciaux au début où j'ai rencontré Jean et de l'architecture web dans tous les pays du monde pendant 10 ans. On va vous parler un petit peu de Nomalab. D'une part, parler un petit peu de Nomalab, de sa genèse, de sa motivation et de ses principes. Puis on parlera un petit peu plus en détail d'un cas d'usage récent qui est l'approvisionnement de Salto. Et ensuite, Seb conclura avec un petit peu plus de détails sur l'architecture technologique qui sous-tend tout ça. Donc Nomalab. Nomalab, notre métier, c'est la distribution de contenu audiovisuel professionnel, c'est-à-dire, en simplifiant, tous les mouvements de contenu qui ont lieu entre des gens qui sont des producteurs ou des propriétaires de contenu, des catalogues, des distributeurs, d'une part, d'autre part, des gens qui vont exploiter ces contenus, qui vont être des chaînes de télévision, des plateformes SVOD, et on dit la bonne livraison ou le bon approvisionnement parce que ça peut se passer à l'initiative du détenteur ou à l'initiative de l'acquéreur, ou les deux. Et le mot-clé dans bonne livraison et bon approvisionnement, c'est bon, parce qu'il faut que le résultat soit toujours garanti d'avance, que la bonne fin de cet acte essentiel à la vie économique du contenu soit toujours garantie, ce qui suppose aussi, bien sûr, qu'on va conserver les actifs fichiers. Alors, d'où on vient, quand est-ce qu'on a commencé? Nomalab a commencé en 2016, et pour resituer ça un petit peu faire un petit peu d'archéologie, en 2016, tous les workflows de production, de tournage et de post-production sont déjà depuis un certain temps quasiment tous à base de fichiers. Même chose pour la diffusion et l'exploitation de ces contenus par les chaînes de télévision et par la VOD qui, bien sûr, commence déjà à prendre une base déterminante à cette époque. En revanche, à ce moment-là, quand il s'agit de se livrer, d'échanger entre soi, de livrer ou d'approvisionner un programme audiovisuel, eh ben, en 2016, on est encore beaucoup en cassette et les fichiers commencent seulement à apparaître. Les problèmes commencent et là, on se dit qu'il y a des problèmes qu'il faut qu'on résolve. Donc, on s'attelle à résoudre ces problèmes. Ces problèmes, ils sont de trois natures différentes et trois problèmes fondamentaux. Le premier, c'est celui que je viens d'expliquer, c'est quoi? Quand on a supprimé les cassettes, on les a remplacées par des fichiers, mais on les a pas remplacés par un seul type de fichier. Si vous prenez le fichier qui représente un master dans le stock d'un ayant droit, d'un Disney, d'un Tinto, d'un Newen, ou le fichier qu'il faut livrer à un diffuseur, un TF1, un M6, une BBC ou un Salto ou que sais-je encore, ça ne sera pas le même fichier de toute manière, et l'un ou l'autre de ces fichiers vont relever d'une spécification, d'un jeu de paramètres, parmi eh bien, un bon 200 000 combinaisons possibles entre tous les paramètres qui sont des paramètres très courants. Dans ce calcul, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel. Deuxième problème de la distribution, qui lui est plutôt de nature organisationnelle, procédurale, c'est que tout ça est aveugle. En gros, quand Monsieur X sort un master de chez lui pour en faire un livrable, pour qu'il soit envoyé à Monsieur Y, eh bien, à chaque étape, à moins de localiser le fichier, on ne va pas voir ce qu'il contient. Donc c'est à l'arrivée que, eh bien, ce fichier, cette image qui est là, qui contient un audio qui est bien en langue française, mais dont le titre n'est pas en langue française, est-ce que c'est une version française? En vrai. Et pour décider que c'en est une, eh bien, il faut que quelqu'un
ait pris connaissance du fichier effectivement livré. Et ça se produit, bien sûr, mais ça se produit à la fin du process. Troisième problème, tout ça n'est pas scalable. C'est-à-dire que ce processus aveugle que je viens de décrire, eh bien, il va se faire un titre à la fois, dans une structure un petit peu équipée, un petit peu riche. On va peut-être en faire 5 à la fois, peut-être 10 à la fois, mais pas plus. Chacun attend son tour, il n'y a pas de scalabilité, et accessoirement, tout ce monde-là travaille en silo. Donc, eh bien, la distribution, avec ces problèmes fondamentaux-là, elle ne peut tout simplement pas remplir cet objectif qui est de monétiser, valoriser les contenus, parce que quand on paye quelques milliers d'euros pour la cession d'un titre, quand on est rémunéré quelques milliers d'euros pour la cession d'un titre, eh bien, on ne peut pas se permettre de dépenser des centaines d'euros à vérifier que c'est bien le titre qui a été attendu, et c'est pourtant ce qui se produit tous les jours. Donc, l'approche qu'on a par rapport à ça pour répondre à ces trois problèmes, face au problème de la complexité, comment on amène, nous, de la simplicité en disant, à partir de n'importe quelle source, on va être capable de fabriquer n'importe quel livrable en une seule passe. Le livrable, la source ayant fait l'objet d'une analyse technique automatique et le livrable faisant l'objet d'une vérification de conformité à la spécification qui est attendue. On va rendre ça visible à partir du moment où n'importe quel fichier est sur la plateforme NoMalab. Tous ceux qui sont concernés par le contenu que représente ce fichier vont pouvoir en prendre connaissance dans le navigateur, à l'image près, avec tous les audios qui vont bien, sans avoir à rien installer, et sans surtout déplacer le moindre fichier dans leur propre organisation. Et Seb décrira ça plus en détail ensuite. Tout ça avec une architecture web à base de messages nativement conçus pour le cloud, qui exploite notre code NoMalab, ce qui veut dire qu'aucun des process n'est contraint par un point unique de faiblesse, une limite de moyens de calcul ou de stockage ou de transfert, ni une licence de logiciel commercial. Le cas Salto. Alors, Salto, pour rappeler, c'est le service de SVOD disponible en ESDT bientôt sur les box, qui a été lancé l'année dernière à l'initiative commune de France Télévisions, M6 et TF1. On trouve beaucoup de choses sur Salto, mais on trouve en particulier des acquisitions. Salto a démarré au mois d'octobre 2020 avec 10 000 heures offertes, et beaucoup de choses venaient des maisons mères, mais Salto a des contenus exclusifs ou des contenus inédits qui sont acquis par Salto et qui proviennent d'une diversité de sources. Donc, Salto a retenu NoMalab pour approvisionner tous les contenus acquis auprès de fournisseurs autres que ces maisons mères. Alors, Salto a des besoins industriels extrêmement à la fois exigeants et très explicites. D'abord, la contrainte de Salto, c'était d'être capable d'accepter n'importe quel type de fichier à l'entrée. Salto ne pouvait pas ou ne souhaitait pas imposer de manière rigide des contraintes sur la lecture des fichiers, et quand bien même il l'aurait souhaité, il est très probable qu'elle n'aurait pas pu être respectée à coup sûr dans les délais qui étaient les leurs. Donc Salto avait comme contrainte de pouvoir accepter n'importe quel type de fichier, soit à l'unité, pas bien difficile, soit en gros volume, par plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Il fallait que Salto puisse valider le contenu, d'une part, de manière distribuée sur une équipe avec des gens qui sont chez eux, au bureau, en télétravail, avec des focus différents selon qu'ils voulaient vérifier la conformité éditoriale outil ou qu'ils voulaient vérifier un problème de contenu pur. Ils voulaient pouvoir vérifier indifféremment à l'entrée de la source ou à la sortie du fichier livrable, en se incluant la vérification que les sous-titres sont corrects. Ils voulaient pouvoir également normaliser les sous-titres dans le cas où ils ne seraient pas complètement corrects, typiquement des sous-titres qui arrivent cadencés à 25 images secondes alors que le master était cadencé à 24. Ils veulent bien sûr qu'en sortie de ce processus, Bedrock, le prestataire de streaming, reçoive toujours des mezzanines de qualité constante pour pouvoir alimenter le transcodage pour le streaming. Ceci à l'échelle de séries entières, encore récemment, Big Bang Theory de 150 épisodes, sans avoir à aucun moment à mouvementer un fichier en interne chez Salto, tout en, par ailleurs, assurant l'interopérabilité avec leur système d'information, essentiellement leur traffic system qui connaît tous les mouvements de publication et tous les droits des contenus proposés par Salto. Quelques métriques dans les 3 semaines qui précédaient le lancement, où il y a eu un très très gros pic d'activité pour des raisons
bien classique en phase de lancement. On a traité 2500 titres représentant près de 1500 heures de programme, ce qui représente une moyenne de 170 titres ou une centaine d'heures d'approvisionnement par jour. En gros, c'est un petit peu comme si on avait dû approvisionner la moitié de l'offre de Netflix en France sur une période de 3 semaines. Ça représente, pour donner un petit peu une métrique S3 qui fera plaisir à Amine, ça représente à peu près 260 Tera de données au dernier pointage. Pour terminer sur la présentation du cas Salto et rentrer un peu dans l'architecture, je vais dans un premier temps résumer rapidement ce qu'est le workflow pour Salto et Seb précisera l'architecture. Donc, dans le workflow Salto, tout commence avec un deal. Un deal, c'est Salto a acheté un contenu. Le juridique a dit c'est bon, vous pouvez avancer. Donc, ça veut dire que il va se passer une première chose. On va créer dans l'infrastructure Nomalab la structure de placeholder. Ce qui veut dire en gros qu'on va définir là où on attend des contenus. Ça va automatiquement générer des invitations envoyées aux tiers concernés pour qu'ils effectuent l'upload. Ces sources vont être uploadées. Automatiquement, à chaque source uploadée, on va en faire une analyse automatique qui va permettre d'identifier, d'alerter sur des possibles problèmes techniques, typiquement, par exemple, de la stéréo, des problèmes de format, des choses comme ça, et on va fabriquer des proxys de haute qualité, des proxys fidèles, qui vont permettre, s'ils le souhaitent, à Salto de prendre une première décision de validation à ces étapes-là, ou s'ils ont déjà fait les analyses en amont pour l'épisode, si par exemple on en est au 50e épisode, ça va passer à l'étape de préparation qui est en bleu ici, où on va qualifier le contenu, on va dire où il commence, où il finit, et comment sont répartis ses audios, on va normaliser les sous-titres, et on va lancer sur la plateforme la fabrication du fichier mezzanine. On va en faire à nouveau un proxy haute fidélité qui va à chaque fois aller à une phase de validation qui est une phase de release, où quelqu'un ça va dire c'est bon, on peut l'envoyer pour publication. On va le pousser vers le S3 de Bedrock et on va tenir informé le système de version de Salto. En gros, toute cette partie de la validation du moment où on a l'upload et où on déclenche la livraison jusqu'à la mise à disposition à Salto, ça va prendre à peu près 1 fois et demie la durée du programme. Tout se passe sur la plateforme et s'il y a à faire ça pour 100 épisodes en parallèle, bah, tout ça va être parallélisé. Et les épisodes ne vont pas attendre, l'épisode 3 ne va pas attendre la fin du 4, tout ce monde-là va travailler en parallèle. Ouais, merci Jean, c'était vraiment très très enrichissant. Est-ce que justement, Sébastien, tu peux nous parler un petit peu de l'architecture, les points clés de l'architecture? Et avant même de commencer, j'avais une question de curiosité. Je connais la réponse, mais j'aimerais bien que tu nous dises ce que ça veut dire Nomalab, en fait. Alors, Nomalab, à l'origine, ça veut dire No Machine Lab. C'est-à-dire que le métier qu'on fait, historiquement, c'était un métier qu'on appelait le métier du labo, dans l'acception classique. Et on a choisi d'appeler No Machine Lab parce qu'on est en labo sans machine. Très bien, merci Jean. Et puis à Sébastien, si tu peux nous décrire un peu l'architecture et puis les éléments clés. J'aurai quelques questions à te poser à la fin. Ouais, et pour compléter ce que dit Jean sur No Machine Lab, évidemment Salto, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ce qui veut dire qu'on a signé avec eux avant le Covid. Et quand est apparue la crise sanitaire, ils étaient très contents d'avoir choisi un labo sur le web, sans machine dédiée, enfermée dans un endroit dans lequel on pouvait plus aller. Ça, c'était pour l'anecdote. Donc, je vais vous parler technique. Effectivement, l'architecture aujourd'hui de Nomalab, grosso modo, c'est un peu résumé, c'est ce qu'on voit là. Donc, comme l'a dit Jean, on utilise la colonne vertébrale qui est en bas, qui est une architecture de message. Donc là, qui est basée sur SNS SQS chez AWS. Enfin, toute l'architecture de Nomalab est sur AWS de toute façon. On utilise énormément EC2, notamment sa puissance de compute pour faire tout ce qu'on fait sur les livrables, etc. Toute la base de données est sur RDS PostgreSQL.
La grosse partie évidemment de NomaLab est du stockage, qui est elle sur S3 et sur Glacier. Je vais un peu détailler ce que je dis là sur chaque point pour aller un peu plus loin. Sur l'architecture, donc la colonne vertébrale qui sont l'architecture de messages, SNS, SQS, faut imaginer que c'est une queue de messages. C'est-à-dire que vous avez des messages qui rentrent, des messages qui sortent, et ces messages nous permettent en fait de faire tout ce qui est transcodage, upload. Euh, étant donné que chez Nomalab on gère des gros fichiers, on a des gros problèmes. Euh, C'est-à-dire que quand on gère des fichiers de 1 giga, bah, tout va bien dans le monde du web et dans le monde de l'architecture, mais dès qu'on est sur des fichiers qui peuvent aller jusqu'à 1 Tera, bah là on a des problèmes, donc il faut les gérer. Et cette architecture de message nous permet d'avoir quatre principes. Le premier, qui est le plus important, sûrement aujourd'hui de ce qu'on fait, c'est la relance, c'est-à-dire qu'un message nous permet de lancer un traitement. Donc un transcode, un upload, une vérif automatique. Ce traitement va monopoliser des ressources EC2. Et en fait, quand ce traitement, pour une raison ou pour une autre, est arrêté, on va avoir besoin de le relancer. Et en fait, ce message, il suffit qu'on le repasse dans la queue de message et il va être relancé. Et ça, c'est vraiment l'architecture de message qui permet ça. On a une indépendance des traitements, c'est-à-dire que tous les traitements sont indépendants les uns des autres. Donc, c'est pas parce que j'arrête un des traitements sur un transcode que j'arrête toute la chaîne de transcode. Pareil pour les uploads, etc. Donc, on peut arrêter ce qu'on veut, on peut déporter ce qu'on veut. C'est indépendant et c'est cette architecture de message. Une fois que le message est rentré dans la queue de message, il n'a plus besoin d'accéder à la base de données, d'accéder à l'application web. Même si on éteint l'application de Malab, l'application web qu'on a vue juste avant, les transcodes, les uploads continuent grâce à cette architecture de message. Et du coup, eh ben, on est entièrement scalable. C'est-à-dire que si j'ai 10 transcodes, j'ai 10 messages. Si j'ai 2000 transcodes à faire, j'ai 2000 messages dans la queue. Et je vais lancer 2000 instances et tout en parallèle. Donc, je suis extrêmement scalable. On va le voir dans les métriques et notamment dans ce qu'on a fait pour Salto, qui est emblématique de ça. Peut-être la dernière, le dernier point, qui est un point d'architecture logicielle, qui est ce qu'on appelle l'idempotence des traitements. L'idempotence, ça veut dire que un message rentré va toujours produire le même effet. C'est-à-dire que quand je vais avoir un transcode, tous les paramètres de ce transcode vont être contenus dans le message. Et quand je vais lancer ce transcode sur mon code, avec mon code normal, je vais toujours avoir le même fichier en sortie. Ça, c'est hyper important parce que, évidemment, si je relance un traitement, j'ai pas envie d'avoir à chaque fois un fichier différent. Et je veux être sûr de pouvoir les relancer parce que aujourd'hui, Nomalab va stocker plein de masters, donc vraiment la source, les fichiers sources, mais on peut se permettre d'effacer ce qu'on va faire en livrable parce que ce ne sont que des déclinaisons du master. Et si on efface le livrable et que pour une raison ou pour une autre, un jour on a besoin de le revoir, il suffit que je reprenne le message qui avait été généré à l'époque et je peux relancer le traitement et refaire ce livrable. Mais de le refaire de façon identique à ce que j'avais avant. Et ça aussi, c'est cette idempotence-là qui est structurelle en fait de l'architecture par message. Sur la partie, je dirais, worker, la partie code dur, c'est le code qui va faire appel à beaucoup de CPU et beaucoup d'instances. On utilise EC2 et EC2 Spot. Donc c'est les spot instances d'Amazon qui permettent d'avoir une grosse réduction de prix avec une petite une petite la petite contrainte que le traitement peut s'arrêter. Comme je l'ai dit juste avant, les spots instances sont faites peuvent s'arrêter et notre code et notre architecture de message permettent de relancer. Donc on n'a aucun problème avec ça. Au contraire, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des traitements rapides et des coûts qui sont tout à fait adaptés au marché auquel on s'attaque. Par ailleurs, sur les workers en eux-mêmes, ils sont majoritairement faits avec le code Nomalab. Le code Nomalab, c'est aujourd'hui du Scala, c'est du Rust, du C++, du C, du TypeScript, du Python. Il y a quand même beaucoup de choses, mais
il est entièrement géré par les développeurs et les développeuses de Nomolab, ce qui fait qu'on maîtrise en fait la chaîne de construction logicielle. Donc quand je parlais d'indépendance des traitements tout à l'heure, ça aussi, le fait de maîtriser le code qu'on fait tourner sur les machines, fait qu'on est totalement indépendant et qu'on peut le scaler facilement. C'est-à-dire que si j'ai pas de licence, donc j'ai pas besoin de, je peux lancer autant de machines que je veux. Et puis par ailleurs, quand j'ai une adaptation à faire sur un nouveau type d'instance, par exemple chez Amazon, je peux le faire avec mon code. Et je peux le faire sur mon code et du coup je maîtrise en fait la construction, enfin, la chaîne de construction logicielle et je peux le déployer facilement. En parlant de déploiement, une autre chose très importante qu'on a aussi mis en place avec AWS et pour Nomolab, c'est que l'infrastructure est en fait entièrement écrite dans du code. Ça veut dire que je peux redéployer en fait toute la structure de Nomolab, toute l'architecture qu'on a vue au début, l'ensemble, que ce soit la base de données, les différents workers, etc., sur une autre région d'Amazon, donc région au sens pays. Je peux aller de Dublin aux États-Unis, de Paris aux États-Unis, déployer toute mon infrastructure aux États-Unis en 5 minutes. Tout ça parce qu'elle est codée et du coup elle est jamais mise à jour à la main par nos ops en fait. C'est aujourd'hui une des meilleures pratiques au niveau du cloud et du déploiement, à mon avis. Petit focus sur justement sur le stockage. On utilise aujourd'hui donc deux types de stockage. Enfin, on utilise S3 avec ses différentes classes, mais également Glacier qui permet d'avoir un stockage froid à des prix beaucoup plus intéressants. Donc aujourd'hui, on a ces différentes classes de stockage qui sont gérées de manière automatisée par Nomolab. On bénéficie de la sécurité intrinsèque en fait de S3 qui garantit une disponibilité en fait du stockage, donc dans différentes zones de disponibilité qui sont séparées de quelques kilomètres chacune et entièrement répliquées. On bénéficie de cette sécurité de stockage. En plus, pour Nomolab, on a pu développer donc, une isolation en fait des buckets sur lesquels contribuent les gens qui nous donnent les masters à conserver. Avec ça aussi, on a l'obfuscation du stockage. Qu'est-ce que ça veut dire l'obfuscation? C'est un mot barbare. Mais ça veut dire grosso modo que quand vous avez Disney qui vous confie le master de Star Wars en avant-première, il va vous demander de jamais écrire Star Wars sur vos fichiers, sur tout ce que vous avez. Donc il va vous donner un code. Et il va vous demander d'utiliser ce code-là pour nommer tout ce que vous allez utiliser, tout ce que vous allez faire avec. Et ben nous on le fait en fait pour tout notre stockage. Donc tous nos clients bénéficient de cette même rigueur en fait de sécurité. Ce qui veut dire qu'en fait les métadonnées et les fichiers sont séparés et ça ajoute un palier. On peut également, en utilisant les principes de réplication, répliquer en fait le stockage en plus sur d'autres régions, donc pour prévenir éventuellement d'un tremblement de terre, d'un tsunami. C'est une option qu'on propose à nos clients et qu'on a pour lequel on utilise les principes de réplication d'Amazon directement. Est-ce qu'on automatise encore ce qui nous reste encore à améliorer aujourd'hui? C'est on a des archives, on a des logs, on a des alertes d'accès. C'est-à-dire on peut lister en fait tous les accès sur notre stockage. On sait exactement qui a accédé à quel moment, sur combien de data. Bien sûr, c'est beaucoup de données, donc qui dit beaucoup de données dit beaucoup de travail pour les récupérer et les analyser. Donc c'est un travail, je dirais, de longue haleine et de background. Et là, on travaille en fait sur un concept qui est traduit par FinOps un peu dans la littérature en ce moment. Grosso modo, l'idée, c'est de pouvoir affecter sur nos opérations, de pouvoir affecter des coûts en euros sur l'ensemble de nos opérations le plus granulairement possible. Donc, typiquement, un transcode, un upload, un QC, combien ça me coûte exactement pour chaque fichier et du coup chaque client et chaque business. Ça aussi, pareil, on a beaucoup de données sur ce qui se passe dans la plateforme et dans le cloud d'Amazon, et on peut le lier au cost.
Et Euh, donc, si je comprends bien, juste pour ce point-là, Sébastien, ça m'intéresse ce point-là. Donc, ça veut dire concrètement, c'est qu'avec ce modèle-là, vous pouvez pouvoir lancer des nouveaux services, ou proposer des services à valeur ajoutée à vos clients et être beaucoup plus granulaire sur les offres que vous allez proposer à vos clients. oui, voilà, c'est que on a la capacité en fait de, de répliquer en fait ce qu'offre AWS en termes de storage, de tarifs, ces différentes optimisations dans notre business. Si on le maîtrise et si on sait l'analyser, on peut aussi proposer à nos clients qui sont pas pressés. Par exemple, vous avez des clients qui veulent. Alors on a des urgences, hein, on a des gens qui nous disent moi, je veux ça dans l'heure, je veux ça dans les 12 heures parce que c'est la finale de Top Chef ou c'est des choses comme ça. Mais vous avez des gens aussi qui vont me dire, moi, j'ai une semaine devant moi pour faire tout le travail et je suis pas forcément pressé. Donc, en fait, cette agilité-là, on sait qu'on peut la travailler avec les options d'Amazon et on veut la répercuter, la répercuter bah, sur notre business. Très bien. Est-ce que tu peux partager aussi avec nous quelques métriques justement par rapport globalement à Nomalab? Parce que c'est intéressant de partager ça avec vos pairs. Est-ce que tu peux partager ça avec nous? Ouais. Et alors, les métriques qu'on a aujourd'hui, les plus, je dirais les plus impressionnantes, parce que même nous, en fait, quand on les récupère, elles nous impressionnent. Parce que en fait, quand tout se passe bien, on voit pas qu'on, enfin, ça marche tout seul et bah, ça marche beaucoup. Donc, depuis janvier 2020, on a lancé 117 000 instances, donc 117 000 machines qui sont des équivalents C4. Donc dans la technologie, dans le jargon Amazon, ça veut dire que c'est des machines de compute qui sont assez costauds. Donc c'est plutôt des grosses machines. On est rentré dans le Petabyte Club depuis 2020 aussi, donc on gère aujourd'hui plus d'un pétabyte de vidéos pour nos clients. Alors ça commence à faire, finalement ça fait beaucoup. Les bursts qu'on a eu, bah justement, on parlait de la scalabilité et du use case Salto. On a eu des jours où on a lancé plus de 2000 machines. Euh, c'est pour construire le catalogue de Salto sur des temps très réduits, c'était quelque chose en plein confinement, enfin en plein coronavirus, on va dire. Ça a été vraiment un lifesaver je fais des anglicismes, mais pour Salto. Et enfin, sur les spots instants, donc j'en ai parlé tout à l'heure, sur ces process qui peuvent s'interrompre, on peut avoir jusqu'à 90, on a aujourd'hui 90% de nos instances sont des spots, et donc une réduction bah, de 90% du prix. Ce qui suit aujourd'hui, on travaille là en ce moment sur un format de mastering qui s'appelle l'IMF, donc International Master Format. C'est le interopérable, pardon. Alors interopérable, c'est écrit interopérable, mais c'est la même chose pour tout, hein, ce que dit Jean tout à l'heure. Il reste le fait que bah, c'est pas si interopérable que ça. Mais l'idée c'est que justement on le rende facile à nos clients. L'IMF c'est le format qui est utilisé aujourd'hui par les grands Netflix, Disney, Fox, Apple. C'est un format très intéressant, très ingénieux, trop sûrement. Mais aujourd'hui, on pense qu'on peut nous l'automatiser et fournir un accès à nos clients qui utiliseraient juste Nomalab en plateforme web pour gérer ces formats. Donc, on travaille dessus. On a un focus aussi sur les outils de productivité back-office. Je vais parler de FinOps tout à l'heure, mais on a également nos ClientOps qui, eux, gèrent la transformation, les uploads, les assemblages, le montage en fait en ligne dans la plateforme. Et ça, en batch de beaucoup des séries de 200 épisodes, par exemple. Ça fait tout de suite un volume important, que ce soit de tout, hein, de minutes, de données, de pétas, de bytes, de CPU. Donc, c'est des choses qu'on manie avec précaution, mais sur lesquelles on bosse. Et enfin, le sous-titrage avancé. Donc, le sous-titrage, c'est un des grands sujets aujourd'hui de la vidéo. Euh,
parce que vous avez de plus en plus de vidéos qui sont sous-titrées plutôt que doublées, et le sous-titrage devient un enjeu. Et c'est quelque chose d'assez complexe, finalement. Donc on a envie de proposer, comme pour l'IMF, à nos clients un sous-titrage premium depuis la plateforme directement. Alors, une petite question sur la partie sous-titrage. Est-ce que ça fait référence peut-être partiellement à des sujets de machine learning, d'intelligence artificielle? Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, par exemple, alors, vous avez effectivement des outils qui vous permettent d'aller récupérer, faire du speech to text, donc de récupérer en fait l'audio et d'en faire un sous-titre automatique. Ça, c'est très utilisé. Alors, dans le cinéma et chez nous, on parle plus de sous-titrage de type authoring. Donc c'est vraiment les auteurs. C'est pas le sous-titrage que vous voyez au cinéma, c'est pas le sous-titre, c'est un auteur qui l'a écrit parce que c'est un peu plus compliqué que simplement traduire littéralement, je dirais, parce qu'on n'est pas capable de lire aussi vite tout ce qui est dit. Par contre, là où nous ça nous intéresse, c'est que on veut pouvoir automatiser en fait nos process de validation, de qualification. Vous avez vu, quand on reçoit un master, on doit qualifier les pistes audio, on doit qualifier le sous-titre pour savoir c'est quelle langue il est. Des fois, vous avez un fichier qui s'appelle FR, mais après, c'est pas de FR, c'est de l'anglais, etc., etc. Donc, pour l'instant, bah, on les regarde, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir envoyer les audios, les différentes pistes audio d'un master. Un master, ça peut contenir 24, 36 pistes audio. Et bah, il faut savoir ce que c'est chaque piste, parce que sinon, on peut rien en faire. Donc, bah, il faut les écouter. Mais aussi, on peut s'aider effectivement des outils qui sont proposés aujourd'hui pour envoyer un bout d'audio et dire, bah, c'est quoi comme, quel language aujourd'hui. Le machine learning peut vous aider à ça. Et pareil pour le sous-titre, encore plus simple pour le sous-titre. Et ça rejoint sur le point de début sur la visibilité. Ces outils-là, ils servent à redonner de la visibilité pour éviter qu'on ait des êtres humains qui soient astreints à regarder le contenu du début et la fin pour simplement savoir ce qu'il est. Merci Sébastien et Jean. Alors, deux mots. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils ou des conseils pour vos pairs? Avec AWS, c'est simple. Enfin, c'est vraiment les outils d'AWS sont très faciles d'utilisation et vous permettent de scaler, je dirais, du jour from day one, du premier jour où vous travaillez. Donc, je pense que si vous construisez quelque chose d'un peu sérieux, il faut le construire avec ça en tête et il faut utiliser les outils qui sont à disposition pour le faire facilement. C'est des pièges que vous avez pu après ou dans les moments critiques du développement de votre entreprise. Faut savoir que nous, quand on a eu nos premiers coups de chaud, si on avait dû tout refaire, je ne sais pas si on y serait arrivé. Donc, c'est vraiment important. Deuxième conseil pour moi, c'est l'infrastructure as code. Si vous faites AWS, regardez absolument comment coder votre infrastructure. Ça vous épargnera des heures et des heures et des heures et des heures de debug. Et c'est vraiment, c'est ce qui aujourd'hui nous sauve sur les déploiements. Qui facilite la vie. Et enfin, le découplage dont j'ai parlé entre ce qu'on fait aujourd'hui sur notre serveur avec base de données, et nos process, nos workers, avec cette architecture de message. Là aussi, ça a été quelque chose de fondamental dans ce qu'on a construit et dans ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours. Et je vais laisser la parole à Jean pour un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Alors, le petit mot de la fin, je m'autorise à l'emprunter à Thomas Crosson, directeur des contenus de Salto, qui nous disait que on avait permis à Salto de se lancer à la date prévue, avec les contenus prévus, et on continue de fluidifier leurs approvisionnements. Si on fait tout ce qu'on fait en matière de scalabilité et d'innovation, c'est pas juste pour le faire, c'est pour produire ce type de résultats. On a beaucoup parlé de Salto. Sur la slide, j'ai juste rappelé quelques autres de nos cas d'usage, de grandes maisons pour lesquelles on travaille tous les jours, soit en diffusion, en publication, en approvisionnement, donc, soit parce qu'ils nous confient leur contenu pour les distribuer pour eux. Il y en a quelques-uns ici parmi tant d'autres. Et c'est un petit peu la conclusion. Je pense qu'on a... Merci Jean, merci Sébastien. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous pour cette session du Media Day.
Et puis, bah, à très très bientôt pour des nouvelles aventures, notamment avec le stockage. Merci, au Amine. revoir. À plus.